CFM 100.0 Oussou, au cœur du Kassa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la précédente émission Mon terroir, mon histoire, nous avions parlé de l'étymologie de Carabane qui reste à élucider. Elle pourrait être rattachée au mot wolof carabanais, signifiant qui parle beaucoup dans le bon sens du terme, ou peut-être au portugais casa qui veut dire maison, caban qui veut dire finir. Dans cette hypothèse, le toponyme désignerait le lieu où les maisons sont finies. Une possible allusion au fait que le village fut la première capitale française en Basse-Casamance. Mais selon d'autres sources, il viendrait de Karam Akam, qui signifie de l'autre côté de la rivière. Ces incertitudes permettent aussi de comprendre l'instabilité dans la graphie Carabane avec un K initial se réclamant plutôt du Djola ou du Wolof et Carabane avec un C plaidant pour une origine latine, probablement portugaise ou une francisation délibérée. Nous avions parlé aussi de ses premiers occupants qui étaient des Djola, même si les plus anciens et premiers habitants de la Casamance sont les Baïnouk et de sa population qui atteint des fois 1750 habitants au gré des saisons. Sachez aussi que Carabane existait 20 ans avant même la création de la ville de Dakar, capitale de notre cher Sénégal, par Auguste Léopold Poté, à ne pas confondre avec le capitaine Poté, frappé d'une flèche empoisonnée et qui fut enterré debout face à la mer selon ses dernières volontés dans le cimetière de Carabane. Dans la deuxième partie de votre émission Mon terroir, mon histoire consacrée à l'île de Carabane, nous allons parler de son histoire coloniale très riche, de son histoire plus récente après la Seconde Guerre mondiale et de son patrimoine. Connaître son terroir, c'est connaître son histoire et les premières pages de l'histoire de la région de Ziguinchor ont été écrites à Carabane, comme nous allons le voir dans cette seconde émission consacrée à l'île aux moustiques pour les Portugais ou le Brésil de l'Afrique, ou bien encore pour les romantiques Carabane, la nostalgique. La colonisation française. Le 22 janvier 1836, l'île est cédée à la France par le chef de village de Cagnout au prix d'une rente annuelle de 39 bars, c'est-à-dire 196 francs. Cependant, un autre traité fait de Sédhiou le principal comptoir de Casamance et l'exploitation de Carabane reste encore quelque temps aux mains de la famille Baudin. Pierre d'abord, puis son frère Jean. Il porte successivement le titre de résident. Avec ce statut officiel mais imprécis, ils bénéficient d'une délégation d'autorité et doivent rédiger régulièrement des rapports, mais peuvent continuer à se livrer au commerce. Lorsque Jean Baudin tombe en disgrâce à la suite d'un grave incident de traite impliquant un bateau anglais, il est remplacé en 1849 par un nouveau résident, Emmanuel Bertrand Bocandé. Cet homme d'affaires nantais, entreprenant, polyglotte et passionné d'anthropologie transforme son île, comme il l'appelait, et provoque un regain d'activité commerciale et politique. En 1852,
La population s'élève à plus de 1000 habitants. Un plan cadastral en damier attribue des lots de 30 mètres de côté aux négociants et traitants. D'autres, avec 15 mètres de côté, sont destinés aux habitations. Des concessions provisoires sont accordées surtout à des habitants de Saint-Louis et de Gorée. Outre les colons, l'île est principalement habitée par des riziculteurs floups, c'est-à-dire des Diola animistes dont les pratiques déconcertent le nouveau venu. La coexistence n'est pas toujours facile. Les chrétiens ne sont représentés que par les Goréens et quelques Européens installés et l'île n'a pas encore d'église. Les missionnaires tentent alors sans succès d'obtenir une concession. Par ailleurs, la construction d'un grand quai de 116 mètres de longueur permet l'accostage de plus grands navires susceptibles d'entrer en Casamance. Un embarcadère avec rails est aménagé le long du fleuve pour faciliter le transfert des marchandises. Carabane exporte du riz mais aussi du coton jugé de qualité médiocre égrené dans la factory construite par Bertrand Bokandé en 1840, successivement propriétaire de la maison Morel et Prom et de la compagnie de la Casamance. On produit également des amandes de palme et de cire. Cet essor est troublé par des incidents qui éclatent en 1851 avec les anciens propriétaires de Carabane et les habitants de Kagnout. À la suite d'une intervention militaire venue de Gorée, un traité est signé le 25 mars établissant la souveraineté de la France sur l'île mais aussi sur Kagnout et Samatit. Quant à Bertrand Bokandé, il quitte l'île en 1857 pour un congé puis abandonne définitivement son poste de résident en 1860. Son inlassable activité a fortement marqué l'île. De leur côté, les populations locales s'accommodent mal de l'expansion française et des traités qui leur ont été imposés. C'est ainsi que les riziculteurs de Carabane subissent pillage et enlèvement de la part des Carones, des insulaires de l'embouchure. Des troupes menées par Pinet-Laprade en mars 1860 attaquent plusieurs villages Carones et les contraignent à la soumission. Une période un peu plus calme s'ouvre alors. Alors que les Mandingues musulmans continuent clandestinement à pratiquer l'esclavage et la traite, les villages non musulmans ont tendance à se rapprocher et il leur arrive de prendre le résident de Carabane comme arbitre de leur désaccord. En 1869, Carabane est constitué en cercle autonome doté d'un commandant mais sera rattaché à Sédhiou en 1886. La garnison d'une dizaine d'hommes est régulièrement décimée par les maladies tropicales telles que le paludisme. 527 habitants sont dénombrés sur l'île en 1877, en grande majorité des Diola auxquels s'ajoutent des Wolofs musulmans et quelques Manjacs originaires de la Guinée portugaise actuelle Guinée-Bissau. La première mission catholique est fondée à Sédhiou en 1875 et les premiers baptêmes auraient déjà été célébrés la même année à Carabane, 17 au total, concernant pour la plupart des habitants de l'île. La fondation de la mission de Carabane intervient en 1880. Le 22 février de cette année, le père Kiefer s'installe dans l'île où il œuvre seul pendant 2 ans. Le personnel de l'administration coloniale y est des plus réduits. Un chef de poste de douane avec 4 employés, un artilleur, un caporal européen et 6 tirailleurs. On dénombre à Carabane environ 250 chrétiens, principalement des Signares, des mulâtres de Saint-Louis ou de Gorée et quelques Européens. Pour commencer, le prêtre agrandit sa propre case en tronc de rognier. Il visite aussi les villages voisins et se rend parfois à Sédhiou. La fondation de la mission de Carabane est suivie par celle de Ziguinchor en 1888
Elinkine en 1891, puis bien d'autres au XXe siècle. En 1900, un autre missionnaire spiritain, le père Widz, achève son premier catéchisme en langue djola. Temporairement transféré à Ziguinchor, la mission de Carabane est fermée en 1888, 8 ans après sa création. Les missionnaires reviennent en 1890 et l'église, d'abord agrandie, s'avère néanmoins trop petite. Grâce au subside de l'évêque Monseigneur Barthé et des paroissiens, une nouvelle église est construite et inaugurée le jour de la Sainte-Anne en 1897. La mission obtient aussi la concession définitive de 2 terrains adjacents, le lot numéro 73 du plan cadastral. L'année suivante, la communauté chrétienne compte 1100 baptisés, sans parler de nombre de catéchumènes. Les rivalités entre Français et Portugais pèsent sur la région pendant cette période. La cession de Ziguinchor à la France est négociée à Carabane en avril 1888 entre le commissaire Oliveira et le capitaine Brosselard Federbe. En 1901, le chef-lieu de cercle est transféré à Ziguinchor et Carabane n'est plus qu'une simple résidence administrative, un statut qui lui est ravi à son tour par Oussouye 2 ans plus tard. Lorsque Ziguinchor devient la capitale administrative de la Casamance en 1904, Carabane a perdu plusieurs de ses prérogatives, par exemple les services des douanes qui y étaient centralisés. Des maisons de commerce ont également quitté l'île et le nombre de chrétiens est passé de 1000 à 300 en 1907. En dépit de l'anticléricalisme en vigueur en France à cette époque, l'enseignement est assuré dans l'île par les pères du Saint-Esprit qui y ont également une chapelle et par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour les filles. À la veille de la Première Guerre mondiale, Carabane, également victime d'un incendie en 1913, voit son activité économique décliner et ses habitants quittent peu à peu l'île pour chercher du travail à Ziguinchor, voire Dakar. En décembre 1915, Marcel de Copé, alors administrateur de Ziguinchor, se rend sur l'île pour recruter des tirailleurs. 6 Carabanais acceptent de s'engager, un chrétien, un païen et 4 musulmans. Au lendemain de la Grande Guerre, l'Église catholique romaine rencontre de grandes difficultés dans la région. Le personnel est insuffisant et instable. L'augmentation du coût de la vie le rend onéreux et le climat met les bâtiments à rude épreuve. En 1920, le diocèse compte, outre Carabane, 13 églises paroissiales et environ 35 cases-chapelles. En 1922, le gouverneur fixe par décret au nom de la prudence le nombre d'établissements autorisés à célébrer publiquement le culte. Certes, l'église de Carabane fait partie des élus, mais certains reprochent à l'administration coloniale d'avoir ainsi favorisé l'expansion de l'islam dans la région. Lorsqu'il prend la direction du diocèse, Monseigneur Le Hunsek constate que l'île de Carabane, très peuplée lorsque tout le commerce s'y concentrait et qu'on pouvait difficilement pénétrer à l'intérieur des terres ravagées par les guerres locales, a perdu de son rayonnement et compte désormais moins de 500 habitants. Il songe alors à un transfert de la mission vers Oussouye qui sera effectif en 1927. À partir de 1937, la mission d'Oussouye recense aussi les baptêmes et les enterrements faits à Carabane. La même année, une maison d'éducation pénitentiaire est créée sur l'île et fonctionnera jusqu'en 1953, remplacée alors par l'établissement de Nianing. Un rapport remis en 1938 par une conseillère technique de l'enseignement à Marcel de Copé, gouverneur général de l'AOF, permet de découvrir la vie quotidienne du pénitencier qui accueillait alors 22 garçons condamnés principalement pour vol, mais parfois aussi pour meurtre.
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant voir l'histoire récente de Carabane. Après la Seconde Guerre mondiale, le déclin de Carabane se confirme peu à peu. En 1950, le départ du pré-séminaire de Carabane est envisagé, mais il est provisoirement maintenu pour être finalement transféré dans un nouveau bâtiment à Niassia en 1959. Pendant l'hivernage de 1963, après 83 ans d'existence, la mission de Carabane ferme ses portes. Les religieux et leurs internats de filles partent pour Ziguinchor. L'indépendance du Sénégal ayant été prononcée le 20 août 1960, après la dissolution de l'éphémère Fédération du Mali, la Casamance voit arriver des fonctionnaires venus du Nord, souvent Wolof et musulmans, mais surtout ne connaissant pas le pays Diola et ses traditions. Les périodes de sécheresse qui frappent le Sahel à partir des années 1970 poussent aussi des cultivateurs d'arachides à s'installer dans une région où le riz régnait sans partage. Aujourd'hui, les menaces liées à l'érosion côtière inquiètent les habitants de Carabane et certains craignent le pire. Le spectacle catastrophe ne trouve pas ici ses mots, affirme un habitant. Après les années d'essor et de rayonnement, Carabane, la nostalgique, est aujourd'hui confrontée à une série d'épreuves. L'érosion du littoral progresse, les jeunes quittent l'île. À présent, pour finir, parlons des ressources de son patrimoine. Témoin de son passé colonial, on trouve à Carabane de nombreux vestiges historiques comme ceux de la maison catholique construite en 1880 et transformée depuis en hôtel, une imposante église de style breton, aujourd'hui privée de clochers et désaffectée, l'ancienne esclaverie ou encore le cimetière français où le capitaine Potet, frappé d'une flèche empoisonnée, fut enterré debout face à la mer selon ses dernières volontés. Il ne s'agit pas d'Auguste Léopold Potet, le fondateur de la ville de Dakar, comme le suggèrent certains guides et sites touristiques, mais d'Aristide Potet, capitaine de l'infanterie de marine décédé en 1836, comme en témoigne la plaque apposée sur sa tombe, soit plus de 20 ans avant la fondation de la ville de Dakar. On peut également apercevoir près de la plage des restes de bâtiments, les vestiges de pontons ou d'un puits, un gros arbre prisonnier de ruines ainsi qu'une immense pièce métallique portant l'inscription CEO Forester & Co. Volchal Fonderie 18 Liverpool S3. Au Sénégal, le centre de Carabane a été classé sur la liste des sites et monuments historiques en 2003. Un dossier de candidature pour l'inscription de Carabane sur la liste du patrimoine mondial a été déposé auprès de l'UNESCO le 18 novembre 2005. Enfin, inspiré par l'exemple de Gorée, Carabane voudrait à son tour rendre hommage aux victimes de l'esclavage et certains projettent un petit musée doté comme la maison des esclaves d'une porte sans retour. Cependant, les recherches en cours ne permettent pas encore d'établir avec certitude le rôle joué par Carabane dans la traite négrière. Comme Gorée ou Saint-Louis, Carabane fonde beaucoup d'espoir sur son patrimoine qui a grand besoin d'être restauré avant que les derniers vestiges ne disparaissent. La question soulevée par l'anthropologue français Louis-Vincent Thomas en 1964 est « Faut-il sauver Carabane ?» reste d'actualité. Les populations locales se font plus précises. Qui pour sauver Djogé, Nikin, Carabane est parfois plus pressante. Après la paix, ne soyez pas les derniers voyageurs à revenir en Casamance. Après la paix, ne soyez pas les derniers voyageurs à revenir en Casamance.
Mesdames et messieurs, ici se termine la deuxième partie de notre émission Mon terroir, mon histoire, consacrée à Carabane. Rendez-vous dans la troisième et dernière partie où nous parlerons de l'administration coloniale, du transport et de l'énergie, de son économie, de son tourisme et pour finir de l'éducation et de la santé dans l'île de Carabane. Merci à toutes et à tous. Merci à Ali Ngone Diop, Cheikh Omar Diallo, Idrissa Bari et toute l'équipe de Kabise FM, sans oublier Eva Sagnan pour le spot de cette émission. À lundi prochain pour une autre émission Mon terroir, mon histoire sur Carabane. Au revoir. CFR 100.0 Oussou, au cœur du Kassa.